Bonjour à toutes et tous, Julien Masquelier, chef de produit Retail PBX Avem, groupe Avem. Je suis très heureux de vous accompagner durant cette heure conviviale et enrichissante, je l'espère, accompagné de nos partenaires HP et Asten Retail et de nos experts de Total, Domino's Pizza et Bondici. Nous allons évoquer les parcours d'encaissement. Effectivement, c'est une vraie problématique et ça s'est accéléré avec la crise sanitaire qu'on connaît tous et encore une pensée, une belle pensée auprès de nos retailers en ce moment très compliqué. Donc les choses avancent. On va commencer par une brève présentation de nos partenaires et de notre savoir-faire sur le parcours d'encaissement. Et ensuite, on va dérouler, parce que l'idée, c'est vraiment de laisser place aux experts. Donc, on va dérouler sur l'ensemble du thème, où ça va être rythmé par des questions-réponses. Et on se laissera un laps de temps d'une dizaine de minutes au terme du webinaire pour répondre à vos questions. Et nos experts sont évidemment là pour ça. Alors, pourquoi PBX Avem, HP et Asten Retail? Tout simplement parce que c'est un savoir-faire complémentaire. Donc l'idée, c'est sur les projets d'encaissement, nous sommes capables de vous apporter du conseil et une approche très globale, parce qu'on se dit qu'il faut effectivement un constructeur performant, un logiciel qui permet de faire toute la gestion magasin et les liens aujourd'hui qu'on parle beaucoup avec le e-commerce, et un prestataire de service qui puisse mettre tout ça en œuvre. Donc nous, PBX Avem, on fait partie du groupe Avem, filiale du Crédit Agricole. Donc autour de ces 1800 personnes, il y a 160 personnes qui sont vraiment dédiées sur le retail. On est distributeur officiel de la gamme AirPost, HP. Donc, on est distributeur officiel, le plus gros distributeur français et centre de réparation agréé. Et sur les projets d'encaissement, donc on a la capacité, avec nos équipes de 550 techniciens, d'installer les matériels, de gérer l'assistance téléphonique, de faire la maintenance sur site et aussi de faire l'accompagnement au changement via de la formation e-learning, parce qu'on est centre de formation agréé. Là, je vais passer la main à Augustin Barraud d'HP. Oui, bonjour à tous. Merci à nos intervenants et puis merci à vous qui êtes présents cet après-midi pour les écouter. Je suis Augustin Barraud, je suis spécialiste des solutions retail chez HP France. Très rapidement, HP s'est lancé dans le retail depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, a développé un portfolio de systèmes d'encaissement traditionnels, modulaires, de produits autour de la mobilité qui sont développés directement dans nos HP Labs à Houston et à Atlanta. Euh, et puis à innover autour de partenariats stratégiques avec d'autres constructeurs du marché pour aussi développer et vous proposer un portfolio d'accessoires, un écosystème complet de produits. Mais ce qui fait la vraie valeur ajoutée de nos produits aujourd'hui, c'est notre écosystème de partenaires. Des partenaires comme PBX Avem qui connaissent nos produits, qui les déploient et qui les supportent au quotidien, et des partenaires comme Asten pour passer la balle à Hugues, qui savent amener cette couche logicielle sur nos produits, qui en crée une vraie valeur ajoutée pour nos clients. Merci Augustin. Donc pour ma part, je suis Hugues Burgard, je suis donc chez Asten Retail, qui est une entité du groupe Asten, un groupe brestois spécialisé en hébergement, en cloud et en cybersécurité. Nous sommes pour la partie Asten Retail en fait éditeur d'une solution d'encaissement intitulée AirPost. Cette solution d'encaissement est à la fois agile et robuste sur une base Linux et en mode cloud pour les serveurs magasins, et qui est en plus totalement apaisée. Donc elle offre aussi un fonctionnement en mode autonome très puissant, et elle se veut aussi simple d'installation. Et enfin, pour répondre à tous vos besoins d'omnicanalité qui sont aujourd'hui de plus en plus grandissants pour vous, l'ensemble des retailers qui sont en ligne avec nous aujourd'hui, et que j'en profite pour remercier. Notre solution est complète donc avec ces modules d'encaissement front office, son module d'animation commerciale et de promotion, et également un logiciel de gestion de la fidélité, et accompagné aussi d'un module back-office multi-magasin.
Donc, nous disposons de toutes les fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin pour vos magasins, aussi bien la remontée des ventes, la visualisation de statistiques en tout genre, la centralisation aussi des installations et la gestion des droits. Tout ça pour vous permettre d'aller jusqu'à l'encaissement mobile, jusqu'à la livraison à domicile, jusqu'aux outils de click and collect qui aujourd'hui font partie de votre quotidien ou presque. Et enfin, une gestion complète de vos flux optimisés via nos API. Mais je vais plutôt maintenant laisser la parole à nos experts que je remercie encore d'être présents avec nous aujourd'hui. Et effectivement, donc je prends le relais. Merci Hugues et Augustin pour votre passage et vos précisions. Effectivement, nous accueillons trois experts pour aborder ce thème et nos échanges autour du parcours d'encaissement. Donc, je vais passer la main à Sylvie Lévesque, qui doit être parmi nous, qui fait partie du groupe Total. Sylvie. Ah, bon. C'est l'effet Bonaldi, on va dire. Sylvie va nous rejoindre dans un moment dans un petit moment. Donc, je passe la main à Sid Ahmed Yacoubi de l'enseigne Bondici. Sid Ahmed. Bonjour à tous. Donc, je suis Sid Ahmed Yacoubi, responsable informatique pour l'enseigne Bondici. Une toute nouvelle enseigne qui vient d'ouvrir ses portes il y a 2 semaines sur la zone de Rezé à tout sud, juste en dessous de Nantes. Dont le concept est d'offrir des produits locaux et artisanaux sur une proximité de 200 km, on va dire à peu près, avec une transparence sur notre répartition de vente des prix de vente en magasin directement. Et pour ma part, je suis en charge de la mise en place des outils internes de l'ERP au référentiel et l'encaissement avec notre partenaire Asten Retail. Et voilà, donc je suis en charge de tout ça. Merci Sid Ahmed. On va passer à Stéphane Monnier de Domino's Pizza. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc Stéphane Monnier, je travaille pour Domino's Pizza, plus précisément pour le groupe Domino's Pizza Entreprise, qui exploite la marque Domino's Pizza dans 9 pays dans le monde, donc 6 pays en Europe, et puis on a également l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon un petit peu plus loin de nous. Donc je suis en charge des systèmes pour le groupe Domino's Pizza. Tous les systèmes qui vont occuper et préoccuper notre quotidien, les collaborateurs sièges, nos différents sièges groupes, et puis ce qui va nous concerner un petit peu plus aujourd'hui, le système point de vente, le système magasin, et puis notre site de commande en ligne qui est forcément implicitement lié avec le paiement en ligne qui est associé. Merci Stéphane. On va embrayer par le premier thème. Alors, on va développer le parcours d'encaissement sous 3 thèmes. Effectivement, on voit que les parcours d'encaissement s'adaptent, s'ajustent au parcours client. Donc, c'est une donnée, encore une fois, qui s'accélère aussi avec la crise sanitaire. Ensuite, on va enchaîner sur les parcours d'encaissement. Les parcours clients, effectivement, évoluent et comment on s'adapte au niveau des parcours d'encaissement. Et ensuite, nos experts essaieront de vous donner, entre guillemets, les bonnes recettes les bonnes recettes en interne, en externe, pour essayer de concrétiser les idées sur ce type de parcours d'encaissement et de voir comment ils ont pu mettre ça en place ou dans quelle réflexion ils sont aujourd'hui. Alors, ma première question est plutôt très, très macro. Du coup, Stéphane, on voit que ce qui est bien, c'est dans votre type d'activité, que ce soit chez Bondici, chez Total et Domino's, il y a une gestion de flux client qui est assez importante sur un timing qui est très précis. Et qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que tu constates, Stéphane, sur les parcours clients? Alors peut-être faire un avant-après Covid, on va dire, crise sanitaire. Qu'est-ce que tu constates chez toi? Alors, effectivement, le flux client va être lié
aux habitudes alimentaires, parce qu'en ce qui nous concerne, on est une enseigne de restauration rapide. Donc, ça va pas forcément être vrai dans tous les marchés, parce que ça va être vraiment une question d'être aligné aux habitudes alimentaires. En France, c'est vrai qu'on a encore l'habitude de 3 repas par jour, ce qui n'est pas forcément le modèle anglo-saxon. Donc, on va avoir des flux de clients, donc des flux de commandes qui vont intervenir plus pour nous sur les services du midi et le service du soir, qui vont faire qu'effectivement, sur une période qui va être relativement courte, si on prend les 24 heures d'une journée, ou même ne serait-ce que les 12 heures de jour, on va dire, on va avoir une activité qui va être sur très très courte, sur 1 heure à 1h30 le midi, et puis 2h30 à peut-être 3 heures dans certaines villes le soir. Donc une densité de commandes, d'informations et de services à fournir sur une petite partie de temps, effectivement. Alors, forcément, on est obligé de parler après 1 an de Covid, on est obligé d'en parler parce qu'il y a eu évidemment un avant et un après. On a dû s'adapter, comme chacun d'entre nous présents, j'en suis certain, autour de ce webinaire. On a dû s'adapter. On n'était pour beaucoup pas du tout, on n'avait jamais anticipé un tel bouleversement aussi rapide. On n'avait pas de procédure qu'on pouvait activer aussi rapidement. Donc on s'est adapté au quotidien, et c'est la première chose à laquelle on a dû faire face au fait qu'on n'était pas prêt à une adaptabilité aussi rapide. Et je parle même pas au niveau du groupe. Si on ramène ne serait-ce qu'au pays, qu'à la France, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce qu'on avait des systèmes qui n'étaient pas forcément adaptés à des changements qu'il fallait quasiment quotidiens sur les débuts, puisque les annonces gouvernementales modifiaient certaines données chaque jour en termes d'heures d'ouverture, en termes d'acceptation de typologie de clientèle d'acceptation. J'entends par là de la vente emportée ou de la livraison. Donc, il a fallu une adaptabilité très, très rapide, voire immédiate. Et ça a été le premier constat qu'on a fait. Il a été forcément très brutal quand c'est arrivé il y a 1 an maintenant. Oui, je comprends. C'est sûr que ça a bousculé pas mal d'enseignes sur la façon de voir les choses et d'accélérer la mise en place informatique. Et Sidamed, ça a été quoi ta réflexion? Parce que nouvelle enseigne, donc des ambitions, on crée un magasin, on crée des choses. Euh, c'est quoi les parcours que tu as décelés avant, après, et qui a pu impacter ta réflexion dans l'équipement magasin et l'équipement du système d'info? Alors pour notre part, comme la création du magasin s'est faite pendant cette année particulière, pendant toute l'année de 2020, c'est vrai qu'on a pu avoir un peu plus de temps pour notre réflexion sur le parcours client en fonction des décisions administratives, que ce soit au niveau des horaires d'ouverture et des conditions d'ouverture. Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que il fallait faciliter le passage en caisse et le parcours client en magasin pour le rendre fluide à la fois et rapide pour les clients. Et c'est vrai que maintenant, on a aussi cet aspect sans contact au vu de la crise Covid. Et ça a accéléré la mise en place de bornes pour notre part. On a fait le choix de mettre en place des bornes libre-service avec une seule caisse à l'accueil qui permet de gérer l'espèce. Mais nos clients sont très adeptes des bornes et surtout, nous, on a pris la décision de mettre du personnel au niveau des bornes pour accompagner les personnes, les clients directement et leur offrir aussi du service pour du conseil sur les produits qu'on vend. Parce qu'on vend des produits qui sont locales et qui ont parfois des particularités et les clients apprécient énormément ce geste. Allô? Ça a coupé, je crois. J'ai perdu le... Ah, Julien, on avait tu perdu m'entends? un petit peu Sidamed. Oui, Ouais, oui, je ouais, t'entends, il n'y a pas de souci. Il y avait ouais, j'ai eu une coupure. des petites coupures. On va dire que c'est l'effet Bonaldi, comme on dit. Je sais pas si vous avez Du entendu coup, la fin de mon discours, mais Si Damien, on t'entendait très bien. ça marche. la plupart de tes propos. Du coup, Stéphane, dans cette optique d'accélération, comme tu le disais,
etc. Proportion du web qui est assez hallucinante dans tous les métiers du retail, les secteurs du retail, et aussi, je suppose, dans ton activité. On parle beaucoup d'omnicanalité, alors de commerce unifié, etc. Est-ce que ça, chez toi, est-ce que ça a accéléré cette partie-là et comment vous êtes adapté concrètement entre je fais de la livraison, je commande sur le web, je viens chercher dans les points de vente en pick-up, je fais de l'emporter, etc. Enfin, comment tu t'es adapté à ça? Alors, même si on est une enseigne de restauration, on reste avant tout une enseigne de livraison de restauration. On est leader de la pizza depuis plus de 60 ans maintenant, un peu plus de 30 ans en France. Donc c'est vrai que en plus d'être voilà, dans la restauration, on est avant tout, j'ai envie de dire, même une société de service. Donc la livraison, c'est quelque chose qu'on savait faire. La commande en ligne avait pris place dans nos systèmes depuis quelques années, évidemment maintenant. Le paiement en ligne, très clairement beaucoup plus lentement que dans d'autres marchés, puisque la clientèle française a été un petit peu plus réfractaire au paiement en ligne. Mais ça, on l'a observé de manière globale. Donc, ce que cette pandémie a accéléré, c'est le fait qu'on s'est retrouvé pour notre activité pure sans possibilité à certains moments d'accueillir du client en magasin. Donc forcément, la partie vente à emporter a été complètement supprimée. Et la chance qu'on a eue, on n'a pas perdu cette clientèle, elle s'est reportée sur la livraison. Mais en se reportant sur la livraison, elle a du coup largement augmenté ce canal. Donc il a fallu qu'on s'adapte, on s'adapte en termes humains, on s'adapte en termes matériels évidemment. Et puis on passe, alors ça va peut-être paraître surprenant à certains, mais tous nos franchisés, puisqu'en France on a un gros réseau de franchisés, n'acceptaient pas encore les paiements sans contact. Donc effectivement, il a fallu très rapidement s'équiper en paiement sans contact, puisque en plus de proposer le paiement en ligne au travers du site internet, on laisse toujours la possibilité à la clientèle de payer à la réception de sa commande. Donc elle peut payer évidemment par tous les moyens en vigueur, mais elle peut payer aussi au travers d'une carte bancaire à ce moment-là, puisque les livreurs sont encore équipés d'un terminal de paiement quand ils arrivent à la porte du client. Et effectivement, ces terminaux, pour certains d'entre eux, n'étaient pas équipés de technologie sans contact. Donc ça a été effectivement la première chose, puisque ce qui a fallu mettre en place de manière obligatoire, c'était dans les normes gouvernementales en mars dernier, c'était effectivement de pouvoir livrer la clientèle en mode sans contact. Effectivement, le paiement en a fait partie. Donc, outre l'adaptation de nos processus de remise même du produit sans contact, il a fallu qu'on forme nos équipes très rapidement et puis qu'on communique à notre clientèle parce que en France où on a un caractère latin, donc le relationnel fait partie de la communication, ne pas remettre ses produits directement aux clients, on casse quelque chose dans la relation à la clientèle. Et donc le fait de les déposer à un endroit, les déposer parfois à un endroit sans voir le client ou alors en le voyant de loin, on cassait quelque chose dans la relation du client aux commerçants, parce que même si on est une enseigne nationale, on est encore vu comme un commerçant de proximité. Et c'est vrai que ça a engendré complètement un changement de comportement. Donc, par les moyens et les technologies qu'il a fallu ajuster, effectivement, mettre du sans contact sur tous les TPE, et puis augmenter la possibilité sur nos serveurs de commande en ligne de cet afflux, de cette masse de commandes supplémentaires, puisque la quasi-totalité de ce qui aurait dû être de la vente emportée est devenu un profil de livraison. Et en magasin, ça peut paraître accessoire aussi, puisqu'on sort de l'équipement qui nous concerne aujourd'hui, mais adapter tous les moyens de livraison mis à disposition des collaborateurs. Ok, merci Stéphane. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que nous avons des petits problèmes de connexion. Voilà, c'est un peu dommage. Merci Stéphane pour ton témoignage. Et concernant, alors, on va peut-être développer la partie 2 qui est sur concrètement les parcours d'encaissement. Alors, quels sont, euh, on parle encore une fois, d'e-commerce, c'est ce que tu as développé, Stéphane, cette partie-là, d'e-commerce et de proximité. Donc, on voit que les retailers réfléchissent beaucoup sur ce lien et peut-être de réenchanter l'expérience magasin.
qui est aujourd'hui primordial. Tout le monde se dirige vers le e-commerce et demain, quand les magasins vont commencer à réouvrir, malgré cet arrêt qui arrive et vont réouvrir, il va falloir réenchanter un peu le magasin, l'expérience. On sent que les clients finaux ont découvert une multitude de services qui peuvent leur paraître très pratiques sur le e-commerce, avec cette simplicité dans la capacité de livraison, le choix des lieux, etc. Donc, quelles sont vos prévisions? Par exemple, Sidamed, comment réenchanter le magasin? Qu'est-ce qu'on met en place? Et qu'est-ce que vous avez mis en place chez Bourdici pour faire revenir tout le monde en magasin et qu'ils passent une expérience très sympathique et en fonction de leurs attentes? Alors, nous, c'est vrai qu'on n'est pas très concerné par le e-commerce, mais on a préparé le terrain en tout cas avec la solution d'Asten. Et du coup, en magasin, ce qu'on a mis en place pour rendre vraiment l'expérience unique et agréable pour le client, c'est une ambiance déjà. Dans Bondici, vous verrez des illustrations, un thème. Il y a vraiment un thème qui est rattaché à l'enseigne, qui est présent en magasin du début à la fin. Nos responsables de rayon, par exemple, sont présents directement au magasin. Chacun a son poste de travail à côté de son rayon pour être au plus près du client et au plus près de ses produits pour pouvoir les conseiller. Et arrivé en caisse, on a challengé Asten avec une interface totalement propriétaire qu'on a fait designer, qu'on a travaillé avec des experts de notre côté pour offrir pareil une expérience en caisse libre-service unique qu'on pourrait retrouver sur le site e-commerce souvent où on a une interface qui est agréable à utiliser et parfois sur les bornes libre-service dans d'autres magasins on peut se sentir un peu perdu ou pas forcément agréable. Donc, on a vraiment poussé Asten à offrir une interface unique et rapide surtout, et fluide et compréhensible pour les clients. Et les retours qu'on a eus, en tout cas, sont très positifs pour le moment. Même les enfants peuvent l'utiliser, pour vous dire. On t'entend plus, Julien. Allô, allô? Oui, c'est Julien qui a son micro coupé. Oui, c'est Julien qu'on entend. Oui, ton micro était coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout à fait. Cette fois, oui. Ah, voilà. Alors, je crois savoir que Sylvie Lévesque de Total s'est connectée. Sylvie, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Désolée pour le contretemps. Parfait. Parfait, Sylvie. Alors, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu et te faire apporter tes retours d'expérience. Alors, on était sur le thème 2, le parcours d'encaissement, comment réenchanter un peu le point de vente. Parce que, comme je disais, tout le monde s'est dirigé vers le e-commerce. Ça bouleverse un peu tout, et du coup, les magasins étaient fermés. Et demain, on doit le réenchanter. Enfin, il faut qu'il se passe des choses pour qu'ils vivent un peu les mêmes expériences avec cette fluidité, cette rapidité. Je sais que chez Total, vous gérez aussi des flux importants, un laps de temps qui est très court, notamment quand on part tous en vacances. Voilà. Quelle est ta sensation par rapport à ça? Quelles sont un peu tes problématiques et comment tu essaies de les résoudre? Sylvie? Oui, Il faut... je n'ai pas compris la fin de ta phrase, mais Ah, excuse-moi. Oui, je disais quelles sont tes problématiques et comment tu essaies de les résoudre au niveau du point de vente en lui-même, parce que je sais que chez Total, vous avez des points de vente magasins, en plus oui. de la station carburant traditionnelle. Comment vous abordez ça, Je pense que c'est pas passé avec Sylvie, Julien. Oui, tu peux peut-être prendre le. Alors, Sylvie nous entend Oui, pas. oui. Si. En fait, j'ai coupé ma caméra. Je suis désolée parce que de bande passage qui est très compliqué.
expliquer. Ça mouline, mais grave. En fait, sur les nouveaux axes de retail, chez nous, on doit se réinventer constamment. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, Sylvie. Oui. Oui, voilà. Donc, on doit se constamment, un peu comme les collègues aussi. C'est-à-dire que le client n'a plus du tout la même attitude lorsqu'il vient en boutique dans les stations-service. Il veut que ce soit rapide, il ne veut pas perdre de temps. Et donc, on a développé des nouveaux concepts également que vous allez retrouver si vous allez sur les autoroutières ou les stations-service françaises, où on va plus à la rencontre du client pour diminuer le temps d'attente, quoi. Donc, le temps qu'un client passe dans la boutique, c'est vraiment ce qui est regardé un maximum, quoi. Il ne veut pas perdre de temps. Surtout que lorsqu'on parle dans le domaine chez nous des stations-service, faire son plan, ce n'est pas un achat fun, quoi. Ce n'est pas comme aller dans une boutique, quoi. On veut vite avoir fait son plan et puis partir et faire un achat de première nécessité dans la station, quoi. Donc, tout ça, ça nous pousse à nous réinventer et à offrir de nouvelles gammes de services. D'accord. Côté Stéphane, est-ce que tu peux nous dire sur les… C'est vrai, contrairement à Sylvie, nous, on a la chance que quand un client va commander chez nous, c'est plus dans un moment fun. On a encore assimilé à des événements très particuliers. Ça va être un match de foot, ça va être une finale d'une série télévisée, ça va être des événements qui sont plutôt festifs. Et commander Domino, ça reste un moment fun. Donc effectivement, l'acte d'achat est déjà différent. Il est moins obligé que d'aller faire son plein, très clairement. Pour revenir sur ta question, on a évidemment appris de cette situation et ce qu'on va changer quand on retrouvera une situation normale, ça va être, on s'est clairement rendu compte que de la vente à emporter, on sait en faire depuis très longtemps, mais ça n'a rien à voir avec le pick-up. Faire de la vente à emporter, être en position d'attente d'un client, donc du client offline, pour prendre sa commande en magasin, le faire patienter plus ou moins agréablement. Jusqu'à présent, c'était malheureusement le cas, il faut le dire, pendant une dizaine de minutes, parce que chez nous, le produit n'étant pas préparé à l'avance, on a un temps qui est incompressible, même si on y travaille pour le réduire au maximum, il reste incompressible, mais en tout cas, il est plus long que sur du hamburger restaurant. Et donc, effectivement, on a appris que le pick-up, c'était pas ça. Le pick-up, le client avait commandé avant et voulait, dans l'idéal, ne pas avoir à sortir de son véhicule. Donc, on est dans autre chose. De la vente emportée n'est pas du pick-up. Donc, effectivement, on a appris cela de manière obligée, de manière forcée, et on va réorienter une partie de nos points de vente. Donc, ça va passer aussi bien dans le positionnement des nouveaux points de vente que par l'architecture, que par les comptoirs, les vitrines, pour quand ce sera possible, proposer ces options de pick-up avec forcément une mise en adéquation des systèmes de caisse, puisqu'il faut que ce soit plus ergonomique, plus agile. Il faut qu'on ait un encaissement qui soit rapide, donc qu'on puisse faire de l'encaissement depuis l'extérieur par du sans contact, enfin voir effectivement ce qui pourra fluidifier aussi, tout en gardant en tête que le client chez nous n'aura pas, dans 100% des cas, payer en amont, donc lui laisser la possibilité de payer sur place, mais que ce pick-up reste un événement, un moment très rapide. Donc, il va falloir le penser dans ce sens-là. Et puis, on a, pour les raisons que je vous ai évoquées jusqu'à présent, pas installé en France ou que dans très rares cas, des bornes en magasin parce que effectivement on a un temps d'attente qui est lié à la fabrication du produit qui est plus long que du hamburger où on est sur une moyenne de 3 minutes. Nous, c'est entre 8 et 10 minutes. Et forcément, ce temps d'attente, on n'a pas des zones qui sont prévues puisqu'on ne fait pas de restauration sur place, ou en tout cas en France, très peu. Donc, c'est vrai que faire patienter le client, je ne vais pas dire que c'est un métier, mais c'est quelque chose en plus qu'il faut appréhender et qu'il faut bien appréhender. Parce qu'il ne faut pas que ce moment qui soit un moment
moment qui est fun, le fait de venir acheter une pizza, devienne un moment contraignant par l'attente. Donc, on est en train de voir comment effectivement on peut agrémenter nos points de vente, on pourra agrémenter certains de nos points de vente peut-être de bornes, pas forcément accessibles depuis l'intérieur, des bornes accessibles depuis l'extérieur, qui permettront de passer commande pour venir récupérer un produit plus tard, pour être dans cette notion de pick-up, mais malgré tout donner la possibilité aux clients de pouvoir commander depuis une vitrine, par exemple, donc sans passer par un site internet, par un portable. Voilà, c'est deux axes qui n'étaient pas forcément prévus maintenant, avant cette crise, et qu'on a subi dans le bon sens du terme, et sur lequel on va rebondir et on a déjà rebondi en termes de construction de nos prochains concepts de points de vente. Eh ben Stéphane, je te remercie parce que tu as introduit ma prochaine question. On le voit, alors on a vu, hein, il y a aussi un géant de la food qui a essayé de multiplier un peu les parcours de réception, hein. Je ne le citerai pas, mais par du click and collect, par de la borne, par de l'encaissement au comptoir, etc. On voit que Bondici a fait ce pari, hein, de se dire, tiens, je vais mettre des bornes pour fluidifier et enrôler un peu mes clients et mes collaborateurs dans un accompagnement client qui peut être à la fois rapide et à la fois convivial, très, très éducatif. Donc du coup, vous, côté Total, Sylvie, vous pensez à quoi? Vous pensez à des bornes? Vous mixez les Oui. équipements? C'est quoi vos réflexions? Oui, en fait, c'est super important de suivre le rythme du marché et surtout la transformation de la demande de nos clients. Donc, on est en train de mettre un des concepts qui est plébiscité par la clientèle, c'est-à-dire des bornes comme on a chez les grands retailers de l'alimentaire où ils peuvent payer sans passer par un caissier déjà, d'une part, pour également fluidifier les flux dans la station. D'autre part, on est en train de regarder également pour faire des tests sur ce qu'on appelle le shop autonome, où là, on va essayer les concepts du Amazon Go pour également permettre aux clients de passer et prendre les éléments sur lesquels ils tablent, que ce soit alimentaire ou que ce soit des trucs de première nécessité dans l'électronique, parce qu'on a plein de corners et de partenariats qu'on a développés avec les retailers également. Et donc, en fait, le client, ce qu'il veut, c'est une expérience sans contact. La pandémie a fait exploser ce concept-là. Il ne veut plus toucher, il a peur de toucher, il a peur de donner sa carte, etc. Donc, le wallet et le paiement par le téléphone en automatique, c'est rendu dans l'air du temps, quoi. Donc, on doit se pousser à être plus performant sur ces nouveaux concepts-là, les tester, voir ce que ça dit, parce que ça demande beaucoup. Il ne faut pas croire que ça se met ou ça s'installe en deux coups de cuillère à peau, quoi. Il y a toute la vidéo à mettre en œuvre, les étiquettes électroniques, enfin, c'est compliqué, quoi. Et ça prend du personnel quand même derrière qui fait tout ce qui est réappro sur les comptoirs de vente, les allées, etc., quoi. Mais c'est clairement ce qu'on regarde chez Total. Sur l'Europe, c'est vraiment un concept qui va émerger, je pense, d'ici quelques mois, voire une année. Sachant que nous, je vous ai rejoint un peu tard, j'en suis encore désolée, mais la stratégie chez Total, c'est que la station est au cœur des communautés. Donc, avec le changement des énergies où on va et on bascule vers l'EV charging, lorsque le client va faire son chargement en station, on doit lui offrir d'autres services. Il ne va pas tourner en rond en attendant que sa voiture électrique soit chargée. Donc, tout ça, on réinvente la station et son environnement, quoi. Et on l'enrichit par de nouveaux services. C'est ce que j'entends, hein. J'ai entendu de la part de Stéphane et de toi, Sylvie, et c'est ce que j'ai déjà entendu d'autres retailers qui se disaient, si on veut réenchanter le magasin, il faut apporter du service, il faut apporter du contact, de la proximité, de la valeur ajoutée. Sidamed, alors tu nous as expliqué ton choix de borne et l'accompagnement. Et
est-ce que tu envisages d'autres solutions qui peuvent être adossées à cet espace d'encaissement qui est un peu unique, qui est la borne, ou pas, ou ça va rester sur tes futurs magasins sur ce même concept? Non, non, en complément des bornes, on a fait le choix aussi de déployer de l'encaissement mobile, toujours avec la même solution d'Asten, et pour faire face au flux client, éviter un goulot d'étranglement tout simplement, parce qu'on n'a pas beaucoup de bornes. On va dire que sur tout le long de la journée, ça se passe très bien, mais au pic en fin de journée ou en début d'après-midi, c'est vrai que ça peut se bousculer un petit peu. Donc avec de l'encaissement mobile et du queue boosting, ça nous permet vraiment de faire défiler les clients et en plus de ça, toujours d'apporter aussi cet accompagnement pour les clients. Et c'est vrai que dans cette période, les clients l'apprécient vraiment, d'être au contact sans l'être forcément, on va dire. Et on a fait aussi le choix de partir sur une dématérialisation des tickets de caisse assez poussée. On offre la possibilité de l'envoyer par SMS, mais également par mail, de l'imprimer ou ne pas l'imprimer. Donc on laisse pas mal le choix aux clients et en tout cas ce que je peux vous dire avec le retour sur 2 semaines, c'est que beaucoup de gens utilisent le ticket de caisse par SMS. Ça fonctionne assez bien. D'accord, donc un vrai changement culturel quand même, parce qu'on passe Exactement. on va dire, nos anciennes générations avec le ticket de caisse pour checker les comptes, et en fait, là, on passe la barre supérieure. Du coup, Stéphane, tu nous parlais de bornes, d'affichage dynamique, etc. Et qu'est-ce que tu vas mettre un peu dans les mains aussi de tes livreurs? Est-ce que l'encaissement mobile, parce qu'on en entend beaucoup parler, et je pense que c'est une de tes prérogatives aussi, parce que tes livreurs font de l'encaissement. Est-ce que tu vas apporter une valeur ajoutée à cette phase qui peut être un pain point, hein, comme on peut dire? Hmm. Alors, avant de te répondre, je vais juste rebondir sur le même propos que Sylvie et Sidamel viennent de tenir. Effectivement, les clients sont demandeurs de plus de contacts en sans contact. Et ça, c'est flagrant. Ils sont demandeurs d'être plus cocoonés, d'être plus aiguillés, d'être plus pris par la main quand ils arrivent chez nous, et quelle que soit l'enseigne et l'activité. Alors qu'effectivement, on veut par nécessité en ce moment du sans contact, et je pense que ça va perdurer encore longtemps. Et ça va être pour certains une nouvelle habitude du quotidien, et ça restera. Après, effectivement, donc pour te répondre plus précisément sur ce point, oui, je l'ai évoqué aujourd'hui, et c'est un souhait. On ne met pas un paiement en ligne de manière obligatoire sur notre site de commande, parce qu'on a une clientèle qui est relativement jeune, et qui, autour du 15 du mois, n'a plus l'argent sur la carte bancaire, n'a plus l'argent sur le compte bancaire. Donc effectivement, par contre, va avoir d'autres moyens de paiement, peut avoir du ticket restaurant, va avoir un peu de cash. Donc effectivement, on se garde ces moyens de paiement-là parce qu'ils sont importants sur notre segment de clients. Et puis effectivement, on est dans cette même clientèle, utilise de manière spontanée toutes ces nouvelles technologies. Le smartphone, la watch, ce sont devenus des paiements du quotidien. Et effectivement, on va développer donc de nouveaux systèmes de paiement au travers des smartphones, au travers de nouveaux TPE peut-être, donc pour équiper les points de vente. Alors, la particularité d'un réseau de franchisés, c'est que par définition, tous nos franchisés sont indépendants. Donc, ils sont indépendants dans leur gestion complète, donc aussi dans leur établissement bancaire, ce qui complexifie un petit peu les choses, parce qu'effectivement, sur des marchés, et on en a quelques-uns en Europe, je pense notamment aux Pays-Bas, où effectivement, on a mis un prestataire de terminal de paiement qui est le même pour tout le monde. Ça simplifie beaucoup toutes ces démarches-là. Tandis que là, avoir des franchisés avec chacun son propre terminal de paiement, son propre système, ses propres accords avec sa banque, ça va nécessiter d'être en adéquation avec les différents équipements d'une part, et puis et c'est quelque chose, je sais que certains d'entre nous vivent au quotidien, et puis on va pas pouvoir aller aussi vite qu'on voudrait.
parce qu'on va avoir des franchisés qui vont être un peu réfractaires, parce qu'une fois de plus, on est en France et peut-être un peu plus réfractaire au changement que dans d'autres marchés. Et malheureusement, voilà, ça ira pas aussi vite que ce qui s'est passé depuis un an et qui a été imposé par le contexte. Mais voilà, nous, en tant que marque, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va proposer. Et puis, on va aussi proposer d'autres prestataires de paiement. D'autres prestataires de paiement. Donc là, on sort un petit peu de l'équipement, mais effectivement, il y a des solutions qui font maintenant partie du quotidien, que peuvent être PayPal, que sont, pour ce qui nous préoccupe dans la restauration aussi, toute la gamme Edenred, Ticket Restaurant et tous les prestataires de paiement de ce type-là. Donc effectivement, on ajoute ces gammes-là à tous nos canaux, que ce soit aussi bien online que offline. Donc là, c'est le devenir dans les quelques semaines et quelques mois. Donc du coup, si je résume un peu cette partie-là, on se rend compte qu'il y a plein de parcours différents, ça s'est accéléré, et en fait, vous essayez de mettre des solutions en fonction de la multiplicité des usages, en gros. C'est ce que j'entends. Complètement, C'est et tout à fait ça. c'est ce que Sylvie et Sidamène ont aussi évoqué. Il faut, ces derniers mois ont accéléré énormément de choses, ont aussi accéléré les demandes des clients, dans le sens où effectivement, ce qui serait arrivé sur plusieurs années a été concentré en très peu de temps pour plein de facteurs différents. Et donc, à nous d'y répondre aujourd'hui, dans l'instant T, pour répondre à cette clientèle, et la garder en tant que clientèle, parce que sinon, elle ira ailleurs, très clairement, où ceci va être proposé rapidement ou est déjà proposé. Donc voilà, euh, je ne vais pas dire que la période qu'on vit euh, a eu un côté positif, loin de là, on ne peut pas se permettre de dire ça, mais effectivement, elle a généré un facteur d'accélération dans énormément de domaines, donc il faut prendre le train en marche, parce que bah, le risque aussi, c'est d'être débarqué si on ne saute pas dans le train maintenant. Et Hmm. très clairement, ajuster ses moyens de paiement, ajuster la proposition qu'on peut faire en termes d'accueil, que ce soit aussi bien un accueil physique qu'un accueil en ligne, au travers d'un site internet, de ce qu'on peut donner comme première vision à un client de notre marque, de notre enseigne, de nos produits, sont devenus un passage encore plus obligé qu'avant. Hmm. J'entends. Donc du coup, on a vu un peu les parcours clients, les parcours d'encaissement, comment on s'adapte, comment vous essayez de vous adapter. Et j'ai en mémoire la discussion qu'on a eue hier avec Sylvie, où Sylvie, tu as une problématique très monde avec des cultures différentes, etc. Et du coup, là, j'ai envie de toucher du doigt avec vous. C'est effectivement, on parle de beaucoup de choses. C'est très macro, il y a des belles réflexions, mais comment on met ça en place? Et Sylvie, tu touchais du doigt hier en disant bah, on est obligé d'aller plus vite, etc. Euh, Comment tu fais, Sylvie, toi, de ton côté? C'est quoi les sponsors internes, en plus, quand tu es dans un environnement international? Comment tes réflexions et comment vos réflexions arrivent jusqu'en France? Comment on fait ses choix pour se dire, bah, tiens, ça sera pour l'Allemagne et ça en France, on va plus s'orienter comme ça. Et c'est qui tes sponsors en interne? Est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que tu peux nous dire, Sylvie? Alors, en fait, pour nous, c'est le métier, en fait, qui est le client. Et je vais faire drill down encore plus. Nos principaux clients, ce sont les gérants des stations-service, où on a différentes typologies de contrats avec des gérants, où Total possède carrément la station en compagnie de compagnie operate, ou en compagnie dealer operate, où là, c'est le dealer qui a une SARL, si je prends l'exemple de la France, et qui opère la station. Donc, les principaux clients, il ne faut jamais oublier qui rapporte le cash. Et le cash, il est rapporté par les dealers, par les hôtes de caisse et ceux qui travaillent dans les stations. Donc, on a eu une réflexion, nous, depuis à peu près, oui, ça a commencé il y a 3 ans, où on a posé les valises carrément, et on s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre système d'encaissement? On a une disparité notoire entre ce qu'on fait aujourd'hui en Europe, où on est dans des pays ultra équipés avec des schémas informatiques très complexes, très intégrés, très performants aussi. Et on a
hors Europe, comme souvent dans n'importe quelle compagnie internationale, on a toujours l'Europe ou l'Amérique et le hors Amérique, où là, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de mettre un coup d'accélérateur sur nos pays hors Europe, donc sur nos continents, le continent d'Afrique, Moyen-Orient, les Amériques latines et l'Asie-Pacifique, Moyen-Orient. Donc, pour ça, ben, c'est du lobbying, comme toute compagnie digne de ce nom comme la nôtre. C'est du lobbying et du blabla et du blabla. Donc, ça, je suis pro dans le blabla. Donc, j'y suis allée pendant 2 ans où j'ai convaincu tout le monde qu'il fallait qu'on ait un outil unique d'encaissement à travers le monde dans le cloud. Donc, on a établi également le niveau d'équipement dans nos différents pays à l'extérieur de l'Europe. Et donc, on s'est aperçu, en fait, que nos caisses, ben, faut quand même le dire aujourd'hui, dans certaines boutiques des pays hors Europe, ils ne sont pas ou sous-équipés. Donc, on est encore au cahier avec crayon où on met toutes les transactions par écrit au jour le jour, une barre Mars, 2 francs CFA, etc. Et donc, on s'est dit, là, c'est plus possible. Si on veut garder un niveau de retailer mondial digne de ce nom et surtout commencer à attaquer ce qu'on appelle sur le marché le data mining et vraiment connaître le client au plus proche, ben, il faut qu'on intègre l'ensemble de ces données-là au niveau international, au niveau du pays, de la zone et international. Et donc, ben, on a décidé de se lancer dans la grande aventure d'équiper déjà hors Europe, plus de 3074 stations à travers le monde, d'un système d'encaissement digne de ce nom, une vraie caisse, des boutons, des couleurs, des items et tout. Et puis, voilà, et puis connecté à ce que nous, dans le monde de l'énergie, on appelle la piste carburant. Et puis répondre dans un deuxième temps également aux attentes de nos gros flagships européens, que sont entre autres la France et l'Allemagne, où sont des très gros moteurs des réseaux de Total, où là, eux ont un autre niveau d'attente supérieur parce qu'ils essaient, comme disait Stéphane, les nouveaux concepts de paiement, les Paylib, les Paylif, les Pay whatever it is, les click and collect, les camionneurs qui veulent commander à l'avance, réserver la douche, le parking, le truc, etc. Donc, ça, c'est des contraintes qui sont particulières à notre monde de stations autoroutières. Donc, on a fait du lobbying et ben, chez nous, il faut faire du lobbying jusqu'au PDG du groupe, donc M. Pouyanné. Donc, il a fallu aller vendre à M. Pouyanné le fait qu'on devait y aller et faire un grand programme qui s'appelle One Information System Station pour Total. Donc, d'après ce que tu me dis et ce que j'entends de Stéphane aussi, c'est bon, le métier travaille et gamberge un peu sur les usages, les parcours, essaie de, comme on disait, de mettre il y a un parcours, on met un usage et on essaie de démultiplier comme ça pour trouver les bonnes solutions. Ensuite, ben, on essaie de voir comment ça se met en œuvre via la DSI et l'informatique, l'équipement, etc. Et du coup, tout ce package se dit, on prend notre petite valise et on essaie de séduire les franchisés et un peu tout le monde. Si jamais... je me permets juste une petite remarque, Julien. Je pense que quand on veut faire des grands programmes de cette ampleur-là à travers le monde ou même à travers l'Europe, parce que je vois, bon, Sidamed, lui, il est vraiment dans un monde merveilleux où il commence, il attaque le marché, il construit quelque chose. Stéphane et moi, on est plus dans une situation où on consolide nos bases et on veut étendre notre marché parce qu'on est des major players. Il faut maintenant que nous, les major players, on transforme notre mindset en disant que toutes les fantaisies demandées par le métier, ça suffit. Donc, il faut arriver à avoir un modèle d'encaissement ou un modèle, une architecture qu'on pousse sur nos sites, que ce soit les sites, les boutiques, que ce soit les restaurants, etc., qui est le plus possible standardisé. Et il faut vraiment caler les BKs là-dessus, en fait. Parce que souvent, vous vivez tous, et même je suis à peu près certaine que toute l'auditoire qui est en train de nous écouter le vit, on développe beaucoup de choses qui ne servent à rien au bout de 2-3 mois.
et ça a coûté une fortune à l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un gros change de mindset qu'on a chez nous, où on dit maintenant, on va utiliser ce qui est bon à utiliser et on va arrêter de faire des fantaisies. Du coup, ça en revient un petit peu à mes questions. Alors, Sidamen, si tu peux nous dire quelques mots, parce qu'on voit le côté très, très énorme de Total et de Dominos où ils passent des obstacles aussi, un peu. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup pour séduire tout le monde et enclencher ce lobbying. Toi, Sidamed, alors je suppose que le métier avait plein d'idées. Toi, tu avais aussi plein d'idées. Qui t'a séduit? T'as séduit le grand chef? Enfin voilà, qui t'a mis autour de ce projet pour les emmener vers quelque chose de performant? Alors, pardon. C'est vrai que nous, la chance que j'ai, c'est de partir d'une feuille blanche. C'est clair qu'avec un historique, c'est bien plus compliqué de faire évoluer les choses. Il y a beaucoup de points de blocage. L'autre avantage que j'ai pour le moment, c'est qu'on a encore une petite équipe. Donc, c'est vrai que je suis très proche de mon directeur et très proche également du métier. Moi, le premier magasin, je suis juste au-dessus du magasin. Donc, au plus près des collaborateurs et des clients. Donc, j'essaie de regrouper un peu tous ces axes pour répondre aux besoins de chacun. Et c'est vrai que de notre côté, il faut quand même pas mal blablater, comme tu disais, Sylvie, et proposer et défendre aussi ses positions. Parce que parfois, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on veut faire et il faut vraiment prouver qu'il y aura un retour derrière sur investissement ou sur la productivité, parce que c'est vrai que moi, je suis très attaché aussi à offrir des outils adéquats aux collaborateurs, parce que les clients, c'est une chose, mais il faut aussi que les collaborateurs aient les bons outils et qu'ils les comprennent aussi. Donc c'est un travail de tous bords. Et j'ai cette chance de pouvoir facilement collaborer avec le métier, la direction, et la plupart du temps, pour le moment, en tout cas, on arrive à s'entendre sans problème. Et je pense que tant qu'on arrive à prouver et à faire comprendre à la direction les différents leviers, les investissements se justifient, on va dire. Donc, de ce que j'entends, et c'est le mot, c'est ROI. On doit tous Exactement. connaître et tous savoir en tête pour le bien du collaborateur, parce que c'est vrai que souvent on oublie les collaborateurs et leur productivité, leur Oui. bien-être. Et pourtant, c'est Exactement. quand même l'accompagnement au changement, etc. C'est quand même des choses, comme on dit, et c'est ce qu'on voit dans le nouveau métier du vendeur, c'est un peu les gens recherchent du contact et c'est un peu nos flagships, hein, entre guillemets. Hein, ils portent une marque, une enseigne, des valeurs. Et du coup, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire, alors tu projettes un peu des bornes, etc., des affichages, tout ce type de parcours. C'est quoi la bonne pratique? Alors oui, on a des idées, le métier a des idées, on essaie de voir avec la DSI si ça fonctionne. Et pour essayer d'évaluer ces ROI, ça fonctionne par comment? C'est d'époque? Comment tu vois les choses, Stéphane, sur tes prochaines idées pour essayer de justement matérialiser ce ROI et que ça soit côté collaborateur et client? Comment tu envisages de mener tes futurs projets? Effectivement, ça va être en passant par des POC. Il faut prouver que ça fonctionne, et notamment quand on travaille, comme je disais, avec des franchisés. Tu évoquais du ROI. Il faut les séduire par le produit, mais aussi les séduire parce que va leur apporter le produit en plus. Parce que c'est dans une relation normale, hein. En premier, ils vont s'arrêter au coût, puisque tout nouveau produit va avoir un coût. Et après, quand on met en parallèle le retour sur investissement, forcément, le coût arrive à être minoré, voire à disparaître dans certains cas. Donc, oui, ça passe par là. C'est aussi pour ça qu'on a sur tous nos marchés, en plus ou moins grand nombre, des magasins qui nous appartiennent en propre. Ceux-ci nous permettent effectivement de développer les différents concepts qu'on veut mettre en place, parce que comme Sylvie l'a dit, il y a beaucoup de choses qu'on fait
et qu'on va laisser vivre quelques mois et qui vont mourir parce que pas utilisés, parce que finalement pas utiles. Mais même avant ça, il y a des concepts qui ne vont pas fonctionner. Et effectivement, ces magasins propres nous permettent d'être des laboratoires. On peut se permettre de prendre des risques puisque on est chez nous. Et après, une fois qu'on a fait, on a pu tester, bien évidemment, l'aspect technique dans un premier temps, mais après, la prise en main par l'équipe du point de vente, et puis l'adhésion des collaborateurs magasins et l'adhésion des clients, on va laisser vivre le produit pour avoir cette fameuse notion de retour sur investissement, voir ce que va pouvoir rapporter en plus ce nouvel équipement pour le proposer à nos franchisés. Effectivement, on n'a pas en interne de barrière, que ce soit DSI, on travaille vraiment en collaboration. Et si le projet est amené, j'ai envie de dire, c'est qu'il a une raison d'être. Très clairement, on s'est recentré sur l'essentiel. Tu évoquais les sponsors, et là je rejoins Sylvie et Sidamed. Ce sont vraiment les clients qui sont devenus les sponsors. Donc les clients, aussi bien nos franchisés, les fameux dealers pour Sylvie, que le client final, le client qui va acheter le produit en lui-même. C'est eux qui nous guident dans ce qu'ils veulent maintenant, dans les nouveaux produits qu'ils veulent trouver pour venir chez nous, pour commander nos produits. Et on va passer par ces systèmes, ces modes de test, en prenant évidemment en compte, ça c'est primordial, la formation des équipes point de vente. Parce que quel que soit l'outil, aussi bien développé qu'il puisse être, si on n'a pas l'adhésion de l'équipe, si on n'a pas l'adhésion de la personne qui va être face au client final, ça ne fonctionnera pas, ça ne pourra pas fonctionner. C'est une évidence. Et je ne vais pas boucler la boucle par là, mais c'est aussi c'était notre rencontre avec PBX, hein. C'est notre partenariat historique, nous, avec PBX. C'est qu'on a mis en place le système qui existait partout dans le monde, le système d'encaissement de Domino's Pizza. Et ça a été la mise en place, ça a été le roll-out de ce nouveau produit. Ça a été notre rencontre avec PBX, où on a plus que pensé ce changement d'équipement et de logiciel, on a pensé ensemble la formation. On a eu un gros programme de formation pour faire très très vite tout le marché français en premier. En fait, ensuite on a fait l'Allemagne, mais le marché français était le premier. Et on a vraiment autant focusé ce changement sur la formation et l'engagement que devaient avoir les équipes que sur le produit et l'équipement lui-même. Parce que c'est primordial qu'on ait cette participation active de l'humain pour que le produit fonctionne. Alors, merci Stéphane. Je vois, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, il nous reste très peu de temps, je dirais même 2 minutes. Alors, je vais en extirper une, hein, c'est un peu compliqué. Et vous allez me répondre, et puis après, on va devoir clôturer et malheureusement se quitter, même si je resterai bien avec vous toute l'après-midi. Donc, du coup, on a parlé quand même pas mal d'équipements, on a parlé de solutions logicielles, on a parlé de parcours, etc. Alors, je vous challenge un peu, hein, c'est un peu une question bateau. S'il y a une technologie à retenir que les retailers doivent avoir demain pour booster leur business, ça serait laquelle? Sidamed. Pour ma part, parler de technologie, c'est un peu compliqué, mais moi j'aurais parlé plutôt d'architecture, parce que la crise a montré qu'il fallait pouvoir se renouveler très rapidement et d'offrir des solutions très rapidement. Et il faut pour ça avoir une base solide et une architecture assez modulable et apaisée, avec du temps réel, qu'on puisse plugger rapidement. On veut rajouter un nouveau service, qu'on puisse se plugger très rapidement. Pour moi, je pense que ça, c'est vraiment devenu un point primordial parce que on peut imaginer plein de solutions et plein de nouveaux services, mais si on n'est pas capable de les déployer à temps, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est parfois on commence à réfléchir au projet, on commence à lancer les développements, arriver à la fin, ça a pris tellement de temps que c'est plus viable. Donc, il faut pouvoir mettre en place cette base solide. D'accord, ça rejoint un peu ce que tu nous disais, Sylvie, hier, en disant, avant, j'avais peut-être 2 ans, 3 ans pour mener mon projet, et aujourd'hui, on me dit, fais-le en 6 mois. Alors, très brièvement, hein, Sylvie, c'est quoi la techno de demain? Le must-have pour les retailers? Modulaire, ouverture de nouveaux services en 2 coups de cuillère à peau, et puis sans interruption de l'activité en station. Donc, le maintien en conditions opérationnelles. Ah oui, c'est fondamental.
Stéphane, ton ressenti par rapport à ce dernier challenge? Eh bien, ça sera pas un mot que tu l'as demandé, ça va être deux. Ça va être le cloud. Voilà, le cloud, très clairement, avec tout ce qu'on va tous comprendre derrière, et puis du temps réel, effectivement, du real-time service partout, parce qu'on vit dans un monde où maintenant on a besoin d'avoir tout à l'instant T, et bien évidemment dans nos systèmes et dans notre relation à la clientèle qui passe par ces systèmes, c'est un must-have. Super. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Stéphane, Sylvie et Sidamed, hein, de nous avoir éclairé sur les parcours d'encaissement et tout ce qui tournait autour, hein, ce qui était un peu connexe. Je pense et j'espère qu'on a été bon et enrichissant pour nos auditeurs. Je tiens aussi à remercier donc HP avec Augustin, Aston Retail, donc nos partenaires avec Hugues, qui nous ont permis de monter cet événement. Pour une grosse pensée, alors en toute sincérité, je pense que tout le monde autour de cet événement a une grosse pensée pour nos amis retailers et ce qu'ils vivent en ce moment, et c'est pas simple, effectivement, et donc nous en tant que prestataires, on est aussi impactés, on vous soutient au quotidien et on espère que la reprise sera très prolifique et que ça va réenchanter le magasin, comme on s'est dit. Je vous invite, alors vous allez recevoir à tous une petite enquête de satisfaction, n'hésitez pas à y répondre. Et d'ici une semaine, vous recevrez pour tout le monde l'ensemble du replay et du script. Pour si vous avez raté, alors on a eu des petits flops de connexion, donc si vous avez raté des petits moments qui vous étaient très intéressants, voilà, vous pourrez consulter tout ça et aussi partager auprès de vos collaborateurs. Donc je tiens encore une fois à vous remercier. Merci Sidamed, merci Stéphane, merci Sylvie, merci Augustin, merci Hugues. Merci à tous. Merci à tous, portez-vous bien. Merci beaucoup. Oui, merci. Et à une prochaine session. Voilà. Passez une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.